Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on partira de l'autre côté de la frontière avec notre analyste Laura Roba pour étudier quelques dossiers prometteurs belges. Et puis l'entretien est consacré à Didier Laurence, directeur général d'Advicen. Le journal des biotech, c'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour notre point d'actu Laura Roba, analyste chez Degroof Petercam. Bonjour Laura. Bonjour Laurent. Et on voulait commencer par Carmat. Carmat qui a réalisé il n'y a pas si longtemps une nouvelle augmentation de capital, nouvelle opération de refinancement. Donc on s'est dit Laura, qu'outre commenter finalement cette nouvelle augmentation de capital, c'était aussi peut-être l'occasion de faire le point sur le chemin qu'il reste à parcourir pour Carmat. Chemin qui est encore long. Hein. Tout à fait. Donc effectivement, ils ont récemment levé 10 millions. Ce qui leur donne une visibilité financière jusqu'à la fin de cette année. Donc, ils vont devoir encore se refinancer d'ici à atteindre leur point de rentabilité qui est attendu d'ici 2027 par le management. Oui. Alors, où en sont-ils aujourd'hui? Donc, leur prothèse Aeson est commercialisée sur le marché européen. Ils sont également en train de conduire une étude, l'étude efficace en France, qui va permettre d'obtenir le remboursement. Mais pas seulement, parce que cette étude, elle va également supporter l'approbation aux États-Unis. Ouais. Pour l'approbation aux États-Unis, ils vont avoir besoin des résultats d'une étude menée aux États-Unis qui, elle, va reprendre au T1 2025. Parce que, souvenez-vous, elle avait été arrêtée suite aux problèmes de qualité qui ont été relevés en 2021. Donc, elle est censée reprendre au T1 de l'année prochaine. Et donc, sur base des résultats de cette étude et de l'étude efficace en France, ils vont faire la demande pour la mise sur le marché américain. Mais donc, on parle de 2027. Donc, effectivement, c'est encore un peu loin. 2027, ouais. Allez-y Laura, je vous en prie. Non, et donc je pense que voilà, en Europe, ça prend effectivement. Aujourd'hui, ils étaient à 7 implants commerciaux au H1. Ils en attendent entre 15 et 35 pour cette année. Mais on sait que pour une medtech, le challenge, c'est toujours la phase de commercialisation parce qu'il faut former les médecins, il faut créer l'adoption et ça prend énormément de temps. Bon, et sans doute encore, forcément des opérations de refinancement à venir. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Carmat. On voulait parler aussi d'Abivax. Abivax qui nous a annoncé le recrutement d'un premier patient dans NHANCE-CD. C'est un essai clinique de phase 2B avec obefazimod dans la maladie de Crohn pour Abivax. Tout à fait. Donc, Abivax, il se concentre sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et donc, comme vous l'avez dit, la maladie de Crohn, mais aussi la rectocolite hémorragique. Oui. Et donc, ils ont effectivement lancé cette étude de phase 2B dans la maladie de Crohn. On attend les résultats au T2 2026, donc il y a encore un peu de chemin à parcourir. Mais si on regarde sur le plan de la rectocolite hémorragique, là, ils ont annoncé récemment les résultats d'une étude de phase 2, une étude de maintenance sur 2 ans, et les résultats étaient plutôt encourageants puisque ils montrent que 87% des patients étaient toujours en rémission après 2 ans versus 89 à la fin de l'étude clinique de phase 2. Donc voilà, des résultats qui étaient plutôt encourageants, et dans cette indication, ils sont également en train de conduire une phase 3 dont les résultats sont attendus au début T2 2025. Voilà, deuxième trimestre 2025. Et puis, voilà, pour des dossiers que je pense que les investisseurs connaissent bien, on avait envie d'ouvrir nos chakras avec vous, Laura, et de parler d'une société qu'on connaît peut-être moins en France qui s'appelle Nyxoah. C'est une medtech wallonne qui est spécialiste de l'apnée du sommeil. C'est un dossier qui vous intéresse, que vous suivez de près. Expliquez-nous pourquoi. Alors, on va dire que Nyxoah est aujourd'hui à un tournant de son histoire, dans le sens où on attend l'approbation de la FDA pour son dispositif d'ici la fin de l'année. Et le marché américain, c'est le plus gros marché pour Nyxoah. Donc concrètement, il fabrique un neurostimulateur qui va être implanté dans la gorge des patients et qui va permettre de maintenir les voies respiratoires ouvertes. Parce que donc l'apnée du sommeil se caractérise par les muscles les muscles de la gorge qui se relâchent et qui du coup bloquent les voies respiratoires durant le sommeil. Alors le traitement de première ligne dans ce genre d'indication, c'est un masque qu'on doit mettre pour dormir, par lequel de l'air est envoyé dans les voies respiratoires pour les maintenir ouvertes, mais c'est pas très agréable de dormir avec de tels masques, et donc il y a énormément de patients qui ne supportent pas ce traitement. Et donc en deuxième lieu, on propose du coup l'implantation d'un neurostimulateur. Il y a deux
entreprises aujourd'hui sur ce marché, qui sont Nyxoah et une entreprise américaine, Inspire Medical. C'est un marché qui est très grand, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 900 millions de personnes dans le monde qui souffrent d'apnée du sommeil. À peu près la moitié d'entre elles souffrent d'une forme modérée à sévère, mais seulement 20% aujourd'hui sont diagnostiqués. Donc, il y a un énorme potentiel de marché. Et donc, voilà, le dispositif de Nyxoah a été approuvé en Europe et on attend maintenant l'approbation aux États-Unis. Bon, intéressant. Et si j'ai bien suivi, ça arrive d'ici la fin de l'année, donc effectivement à surveiller avec un marché, celui de l'apnée du sommeil, qui est considérable. On voulait rester en Belgique avec IBA, on en a déjà parlé, spécialiste de la médecine nucléaire. Et pourquoi on avait envie d'en reparler aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont fait une joint venture qui a levé, donc qui s'appelle Pantera et qui a levé récemment 93 millions d'euros. Là aussi, expliquez-nous un petit peu l'intérêt. On sait que la médecine nucléaire, finalement, on en parle peut-être moins que l'oncologie ou l'immunologie, mais c'est aussi un secteur dans lequel il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de croissance. Tout à fait. Alors, IBA, ils sont principalement connus pour leurs activités de protonthérapie, mais effectivement, ils ont cette branche médecine nucléaire qui est pas très souvent regardé par le marché, donc c'est assez intéressant. Et donc effectivement, leur joint venture avec le centre de recherche nucléaire belge, donc qui s'appelle Pantera, a levé 93 millions il y a pas très longtemps auprès d'investisseurs réputés dans le secteur de la santé, à savoir EQT, Kurma, Partners, Euraseo, Coris, il y avait Paladin aussi, je pense. Et donc, selon nous, ça a apporté une certaine validation externe à la technologie de Pantera. Alors, Pantera est spécialisé dans la production à grande échelle d'actinium-225. L'actinium-225, c'est un radioisotope qui est essentiel à une nouvelle classe de traitements ciblés contre le cancer, qu'on appelle des radiothéranostic. L'idée, grosso modo, c'est d'utiliser un ligand qui, lui, sait où trouver les cellules cancéreuses dans le corps. Et ce ligand va amener l'actinium, qui est un élément radioactif, jusqu'aux cellules cancéreuses dans le corps et va les détruire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer de l'actinium en grande quantité. D'accord. Une des raisons à cela, c'est que pour fabriquer de l'actinium, il faut du radium, que le radium est également utilisé dans la fabrication de bombes nucléaires, et donc on imagine bien que son accès est extrêmement régulé. Et donc c'est pour ça que IBA a fait ce partenariat avec SCK, parce que SCK a accès à de grands stocks de radium. D'accord. Et donc Pantera est idéalement positionné pour la production à grande échelle d'actinium-225. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on voit qu'il y a énormément d'engouement autour des radiopharmaceutiques, autour des thérapies alpha, qui sont basées sur l'actinium-225. On a vu plusieurs acquisitions à plusieurs milliards de dollars. AstraZeneca qui a racheté Fusion Pharma pour 2,4 milliards. Il y a eu Bristol Myers qui a racheté RaceBio pour 4 milliards. Et là, Lilly, Point Biopharma pour 1 milliard. Donc, on voit qu'il y a vraiment un engouement. De l'effervescence, Exactement, autour des radiopharmaceutiques. Bon, voilà. Et donc, effectivement, IBA, on a vu une très belle réaction du marché à l'annonce de cette levée de fonds, qui a d'ailleurs valorisé Pantera à 280 millions d'euros, puisque IBA détient 31% des parts de Pantera, ce qui explique la belle réaction du marché suite à cette levée de fonds. Et voilà, l'effervescence autour, là aussi, de l'actinium-225. C'était important qu'on vous en parle aussi dans le journal des biotech. Merci beaucoup, Laura. Merci, Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Didier Laurence, directeur général d'Advicen. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Alors, la dernière fois où nous nous sommes parlé, c'était en mars dernier. On avait évoqué notamment des données complémentaires afin de répondre aux questions résiduelles de la FDA sur ADV 7103 dans l'acidose tubulaire rénale distale, la TRD, avec des décisions concrètes. À l'époque, on parlait d'ici la fin du premier semestre. Bon, il finit ce premier semestre, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais on y est, puisque l'autorité de santé américaine a jugé, et c'est assez remarquable, que les données européennes étaient satisfaisantes pour le dépôt d'un dossier d'enregistrement sans besoin d'études cliniques additionnelles aux États-Unis. Je mets un petit peu l'accent là-dessus. Forcément, je pense que c'est une bonne nouvelle, voire très bonne nouvelle. Et puis, j'ai envie de savoir ce qui va se passer maintenant. Alors oui, d'abord c'est une très bonne nouvelle. D'abord, c'est une très bonne nouvelle.
Je crois que c'est assez exceptionnel pour une société non américaine, avec des données non américaines, d'obtenir de la FDA la possibilité de déposer les données directement. Il faut aussi rappeler que c'est un travail de longue haleine. Les premières idées autour de ça, elles ont émergé une conférence JP Morgan, janvier 2023. D'accord. Donc ça prend du temps. Donc un peu plus d'1 an et demi finalement de discussion avec la FDA. Absolument. Et donc, d'abord, on était assez confiants sur les données de safety, de tolérance. Grosso modo, dans l'étude clinique qui a été conduite en Europe sur 6 ans, et depuis la commercialisation, il n'y a pas de signaux de tolérance, il n'y a pas de signaux de ce qu'on appelle de pharmacovigilance. Donc moi, là, j'étais assez confiant. La FDA est revenue une première fois vers nous en disant, sur la safety, pas de souci. Et dans l'intervalle, on s'est dit, oui, mais pourquoi on n'avancerait pas avec les données d'efficacité? À quoi ça servirait d'aller refaire le même essai, dans la même population, sur le même nombre de patients, aux États-Unis, alors que les données, encore une fois, sur les mêmes patients, montrent une efficacité? Et au final, la FDA a accepté ça. Et encore une fois, c'est assez exceptionnel, salué par la bourse d'ailleurs avec un doublement du plus un doublement du cours, je crois, en une séance. Plus, oui, 102%. Donc, c'est vraiment pour nous remarquable et je dois avouer que c'est une grande fierté. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui. On est en train de revoir les dossiers, de récupérer des données historiques, d'accord? On travaille au dépôt du dossier parce qu'il n'y a pas que les études cliniques, il y a aussi toute la partie manufacturing. Et toute la partie manufacturing, c'est quand même un élément très important. Il y a pas mal de biotech qui oublient que le manufacturing... Ça peut quelquefois faire de la clinique, aux entournures. Faire de la clinique, c'est bien, mais savoir produire un médicament, c'est mieux. On a regardé si on avait des écarts par rapport aux demandes de la FDA. A priori, on n'en a pas. Donc, on travaille à ça. Le dépôt, il est prévu début du Q3 2025. D'accord. Pour un enregistrement, on va dire mi-2026, et un lancement dans la foulée. Je rajoute quand même que cette décision, elle nous économise, entre guillemets, 18 mois. C'est ce que j'allais vous demander. Et 15 millions d'euros. Parce que le plan initial, c'était d'investir 15 millions d'euros sur l'acidose tubulaire anale distale. Pour l'essai US qu'on aurait pu avoir à faire. Absolument. Exactement. Justement, c'est peut-être l'occasion de rappeler la taille du marché outre-Atlantique et les retombées que vous pouvez attendre cette autorisation. Ça, vous l'avez déjà dit, mais plutôt se refaire une petite idée de la taille de ce marché aux États-Unis notamment. La taille du marché aux États-Unis, il y a 30 000 patients au total dans l'acidose. L'acidose tubulaire anale distale, il y a deux types. Il y a l'acidose génétique et l'acidose acquise. Dans l'acidose génétique, on parle plutôt de 4000 patients. Dans les acidoses acquises, qui sont plus diffuses, c'est plus difficile d'aller chercher les patients dans les acidoses acquises. Mais globalement, je pense que c'est un marché qui tourne entre 40 et 50 millions d'euros. D'accord. Voilà, donc c'est la magnitude. Et cette décision de la FDA, elle a une importance capitale aussi pour nous. C'est que ça nous permet d'ouvrir et d'avancer dans des discussions avec des partenaires potentiels aux États-Unis. Ces discussions, on va en reparler. Mais il faut qu'on parle de l'autre bonne nouvelle avant. Elle est aussi pour ADV 7103. Dans la cystinurie, on rappelle que l'actif il a le statut de médicament orphelin depuis mars et qu'un essai devrait être lancé d'ici la fin de l'année qui recruterait des patients simultanément aux États-Unis et en Europe, qui permettrait de déposer une demande d'enregistrement sur les 2 territoires. Là aussi, dans le détail, quelle taille pour cet essai, quel calendrier avec des premiers résultats disponibles quand et pour quel coût? Allez, on va faire la totale sur cette indication. Là aussi, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était le statut de médicament orphelin. Parce que le statut de médicament orphelin, je le répète, à chaque fois, ça a ouvert une porte avec la FDA. On a présenté ADV 7103 sous un angle qui n'était pas celui qui avait été choisi initialement. La FDA, elle nous avait refusé le statut de médicament orphelin dans l'indication. Elle voulait des éléments complémentaires. On a, encore une fois, avec les mêmes personnes que celles avec lesquelles on a travaillé la DRTA, on a changé d'angle et la FDA a dit, vu sous cet angle, pourquoi pas? Effectivement, le statut de médicament orphelin, vous nous donnez en plus des éléments cliniques chez des patients européens, donc
pourquoi pas. Ce qui montre qu'on peut discuter avec l'FDA. On dit parfois, c'est terrible, c'est une autorité américaine, elle est contre les sociétés européennes. Alors moi, je m'inscris en faux, mais vraiment en faux, sur ce discours qui est un espèce de discours, d'un discours ambiant. Oui. La FDA, en tout cas dans les discussions qu'on a pu avoir, a montré un pragmatisme assez incroyable. Assez incroyable. Et là, on va voir. Moi, je pense qu'ils sont aujourd'hui plus pragmatiques que les autorités européennes. Hein. On va être clair. Donc, sur cet essai, qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année? On a une nouvelle réunion avec la FDA, qui est une réunion physique, pour échanger sur la nature de l'essai clinique qu'on veut mettre en place, pour déposer le dossier dans la cystinurie. L'enjeu pour nous, il est important. Parce que l'essai qu'on propose, il est identique à celui qui a été accepté par les autorités européennes. Ouais. Si on se met d'accord, c'est un essai qui va faire une 50aine de patients entre Europe et US, donc combiné, 50 patients entre l'Europe et les États-Unis. Et 200 à 250 000 euros par patient. On parle d'un essai autour de 12 à 15 millions d'euros. D'accord. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Donc, fin d'année, décision de la FDA. Mi-2025, démarrage de l'essai. Mi-2027, dépôt du dossier. Bon, voilà aussi pour les éléments de calendrier. Peut-être là aussi, important de rappeler la taille de ce marché aux États-Unis sur la cystinurie. Je pense que c'est important parce que c'est vraiment là où est la valeur majeure de l'actif. On parle d'une trentaine de milliers de patients aux États-Unis dans la cystinurie. Et c'est une maladie qui est bien mieux caractérisée que l'acidose tubulaire rénale distale. Il y a des associations de patients, etc. Donc c'est une cible qui est bien plus facile à aborder. C'est un marché de l'ordre de 400 à 450 millions d'euros. D'accord. Donc si on combine... les ordres de grandeur. C'est grosso modo 10 fois la TRD. Et si on combine les deux, on parle d'un demi-milliard de potentiel. Donc bien évidemment, ça attire les convoitises. Alors justement, entre guillemets. Ça attire les convoitises. Vous indiquez avoir reçu une première proposition sur les droits d'ADV 7103 aux États-Unis. Vous expliquez en attendre d'autres d'ici la fin de l'année. Quel serait peut-être le deal idéal pour Advicen? Et puis, forcément, autre question, faut-il obligatoirement un deal pour lancer cet essai dans la cystinurie? Comme vous le dites, on a eu une proposition sur la table, d'accord, qui est arrivée d'ailleurs avant même la décision de la FDA. De la FDA, d'accord. Donc il y a des entrepreneurs qui ont pris, entre guillemets, la notion un petit peu d'avance et la notion de l'intérêt du produit. On parle quand même d'une offre qui fait 9 chiffres et qui représente 5 à 8 fois notre CAPI. D'accord. Donc c'est pas complètement neutre. D'accord. Pas complètement neutre. Donc elle est en train d'être évaluée par le board. En fait, le deal c'est assez classique et ce qu'on recherche c'est assez classique. Upfront, milestone et royalties. Okay. Et comme c'est nous qui avons porté en grande partie le développement de cette molécule, les royalties à 2 chiffres, ça paraît pas complètement stupide. Après, il y a d'autres acteurs qui sont intéressés. Donc, certainement, eux se positionneront avec le feedback de la FDA sur la cystinurie, parce qu'encore une fois, c'est lui qui a c'est cette indication qui a le plus de valeur potentielle. Et dans la proposition qui nous est faite, on voit aussi qu'il y a une partie de la valeur qui est quand même attachée à la cystinurie, ça c'est clair. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un accord sur les 2 indications, bien évidemment. Bien sûr. Donc un accord qui pourrait intervenir quand? Vous avez déjà, c'est trop tôt pour le dire? C'est trop tôt, honnêtement, Laurent, c'est trop tôt pour le dire. Bon. Mais il y a la certitude d'un accord quand même, malgré tout? Ah ben, moi j'ai une proposition, on a une proposition sur la table. Donc cette proposition, elle est valide, j'en attends d'autres, mais on en reparlera, ça fait partie des options de financement d'Advicen. Okay. Donc pour moi, signer un deal, c'est une évidence. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure. S'il n'y en avait pas, je reprends sur ma question sur l'essai sur la cystinurie, vous iriez tout seul? Bah, ce serait compliqué parce que, encore une fois, c'est une quinzaine de millions d'euros.
même si on lance l'essai dans la cystinurie, on pourrait retourner auprès de la BEI pour tirer, la troisième tranche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'avoir un deal qui permette de cofinancer, bien sûr, le développement, avec, encore une fois, une partie US, une partie Europe, et la partition des rôles entre les deux continents. Bon, très clair sur ce point. Il faut qu'on parle aussi, en septembre dernier, de la publication des ventes semestrielles qui a eu lieu, marquée notamment par une progression des ventes de 16% de céréales, 1,13 million d'euros sur la période, c'est plus 28% en termes de ventes brutes. Est-ce que ce chiffre de progression, pour le dire tout simplement, il est à la hauteur de vos attentes? Ça correspond à ce que vous espériez? En fait, c'est le résultat d'une situation qui est contrastée en fonction des marchés, franchement. La croissance en France, elle est plutôt bonne, voire très bonne. On progresse de 40% en France. D'accord. Alors même qu'on n'a pas le remboursement. Mais on voit très bien que les médecins prescrivent, les médecins apprécient le produit. Je le répète à chaque fois, il n'y a pas un congrès médical, il n'y a pas un médecin que je rencontre qui me dit le produit, on ne voit pas très bien ce qu'il apporte. Oui. Et les commerciaux qui sont sur le terrain, les visiteurs médicaux, remontent exactement le même type d'informations. Donc, encore une fois, les patients, il n'y a quasiment aucun patient qui abandonne le traitement. Donc, c'est quoi? C'est toujours ces contraintes réglementaires que vous évoquiez? C'est des contraintes de prix, c'est des contraintes de pricing. Donc, les pays où on a un équivalent d'ATU payante ou d'accès précoce, etc., ça fonctionne bien. Enfin, il y a des pays, c'est étonnant. La Croatie, on a quasiment 20 patients en Croatie. D'accord. Et en Allemagne, on en a 40. Donc ça vous donne un peu le différentiel. Au Danemark, où on a un prix et un remboursement, il y a une dizaine de patients. Donc, vous voyez, c'est vraiment très contrasté. Et puis ça dépend aussi des systèmes de santé. Il y a des systèmes de santé où vous pouvez faire appel à des assurances privées. En Allemagne, on n'a pas de remboursement. Donc on fait appel à notre partenaire fait appel et les médecins font appel à des assureurs privés. Donc vous pouvez trouver des poches. Mais c'est vrai que c'est difficile, les discussions avec les autorités de prix et de remboursement sont très difficiles en Europe. Ça n'est pas propre à nous, hein. C'est propre à l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. Hein. Alors, nous, ça se voit plus, parce qu'on a un produit dans ce cas. Oui. Quand vous êtes Astra, quand vous êtes Sanofi, quand vous êtes BMS, des produits, vous en avez 10 avec lesquels vous êtes en discussion, et votre portefeuille, il a 50 produits derrière. Donc en fait, c'est l'épaisseur du trait, vous ne le voyez pas. En plus, la France ou l'Europe, permettez-moi de vous le dire, c'est pas non plus l'avenir de la pharmacie mondiale. Ça se joue aux États-Unis, ça se joue en Asie, ça ne se joue pas forcément en Europe. Bon. Mais pour nous, ça nous met une contrainte très importante. Voilà, donc pour le développement des ventes de Simnayal, il y a, si je reste sur les chiffres, on est aussi sur Boursorama, une perte opérationnelle qui a été légèrement réduite sur la période. Vous confirmez l'objectif d'atteindre la profitabilité opérationnelle tournant 2024-2025, c'est ce qui était dans le communiqué de presse? Absolument. Ça reste, ça reste notre objectif et sauf accident, on devrait y parvenir. Alors ce sera peut-être que sur le dernier mois de 2024 et les premiers mois de 2025, mais en tout cas c'est notre objectif. Faut ramener à des proportions qui sont parce que je pense que tout le monde a des vues complètement. Mais on a un cash burn qui est aux alentours de 200 à 300 000 euros par mois. D'accord. Donc on n'est pas non plus sur des montants astronomiques. Donc voilà, je pense qu'on peut y arriver. Et encore une fois, sauf accident. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Réaffirmé. Exactement. Il faut aussi forcément qu'on évoque le dossier Primex et ces fameux royalties de 33 millions d'euros liés à Osaline. Alors au cœur de l'été, Advicen a communiqué pour dire que finalement Primex n'était pas en mesure d'honorer l'ensemble des engagements pris dans le cadre du contrat conclu en 2016. Vous évoquez là aussi un accord d'ici la fin de l'exercice. Et moi j'ai envie de dire, pour être complètement clair, est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver de ce deal ou pas? Oui. Heureusement, Laurent, oui. parce que sinon on aurait déjà annoncé qu'il n'y avait plus rien à sauver. Au cœur de l'été, on aurait dit bon, écoutez, c'est mort. On fait un write-off sur les 33, c'est mort, il n'y a plus rien. Le titre avait été lourdement sanctionné. Le titre a été très lourdement. D'un autre côté, il y a 33 millions, il y a 33 millions sur la table. Hein. Oui. C'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique, exactement. D'où ça vient, ça? On signe un accord en 2016, d'accord, avec Primex. Les ambitions à l'époque de Primex sont
énorme sur ce produit, pour ne pas dire un tout petit peu délirante. Mais bon, on signe un accord, on doit recevoir des royalties sur les ventes du produit. Il y a une date qui est mise, mi-2025, pour payer une soulte de royalties et pour transférer la totalité pour transférer les droits. D'accord? Bon, ok, jusque-là, pas de problème. Sauf que on a touché bon an, mal an, 40, 50 000 dans les bonnes années d'euros de royalties. Et on touche 11% du chiffre d'affaires. Ouais. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires, au pic, il fait 500 000 euros. On est quand même très très loin des montants évoqués initialement dans le contrat. Ouais. Et quand vous avez un produit comme ça, et Primex n'a pas non plus pléthore de produits, c'est un produit qui finit par pas être rentable. D'accord ? Donc Primex se retrouve dans une situation où il a du mal à investir sur le produit, où il perd de l'argent. Et donc il se retrouve dans une situation qui, si ça continue, le mène gentiment au défaut. Donc, plutôt que de laisser pourrir la situation, on dit, ok. Il vaut mieux trouver un accord. Il vaut mieux trouver un accord, plutôt que de laisser pourrir la situation, et au final, on aurait été dans une situation sympa. On n'aurait pas eu les 33 millions et on aurait récupéré le produit. Mais récupérer un produit pharmaceutique, c'est pas comme rendre les clés d'une voiture de loc. Hein. C'est un tout petit peu plus compliqué. Ça prend une année, ça a des coûts cachés importants. Ne serait-ce que des trucs tout bêtes, hein, le transfert de l'AMM, s'assurer que les produits sous les bonnes BPF, etc. Tout ça, c'est pas neutre. Donc on a préféré discuter avec eux. Ouais. Ils sont dans un processus de cession du produit, et l'enjeu et l'idée, c'est de dire, écoutez, ok, dans ce processus de cession, vous nous donnez la quasi-totalité de ce que vous allez récupérer, parce que sinon c'est trop simple. Voilà où on en est. Bon. Donc, quand est-ce que ça va se déboucler ? Je pense que d'ici la fin de l'année, moi j'y crois, ce ne sera pas d'ici la fin de l'année. Mi-2025, je pense, est beaucoup plus réaliste. Bon, mi-2025 pour avoir... On parle de single digit. Hein. Ouais. Encore une fois, il ne faut pas s'attendre à des montants astronomiques. On sera loin des 33 millions. Ils sont en phase finalement avec la vie du médicament. Et puis c'est en phase avec la valeur du médicament. Ouais. Le médicament, 300 millions, c'était illusoire. Bon. Il y a un horizon financier au premier trimestre 2025. Qu'est-ce que ça implique pour vous à la lumière de notre échange ? D'annoncer ce deal, c'est ça, dans les mois prochains, notamment. Alors, moi, la stratégie, elle est assez simple pour Advicen, et on y travaille maintenant depuis plusieurs années. Continuer à développer la DRTA, le marché en Europe, poursuivre les discussions pour arriver enfin à un prix et à des conditions correctes. Parce que vous allez quand même réussir à boucler des dossiers petit à petit, j'imagine, dans les différents pays européens. Il y a des pays sur lesquels on ne bouclera pas, mais il y a des pays sur lesquels on bouclera. Ouais. Donc, continuer ces éléments, finaliser le dossier DRTA US, la cystinurie, préparer les différentes étapes pour lancer l'étude, et au final, signer un partenariat. Donc, il y a la signature d'un partenariat, il y a Primex, et il y a un truc dont j'ai un petit peu touché tout à l'heure, c'est la dernière tranche de la BEI. Ouais. Donc, ça fait des options de financement sur la table. On a des options. Ouais. On a des options. On n'est pas dos au mur à se dire, waouh, qu'est-ce qu'on fait ? Et en plus, on a un actif. C'est pas comme si on n'avait pas d'actif. Donc voilà, je reste assez confiant. Bon, serein, et en tout cas du news flow à venir dans les mois qui viennent. Forcément, il faut aussi qu'on termine sur le cours de bourse. Alors dans le secteur des biotech, pourtant habitué aux grands écarts, le titre Advicen, c'est un champion de la volatilité, et c'est vrai que je dois vous le dire, effectivement, vous l'avez dit, sur un modèle qui est quand même un peu plus mature que les autres, où il y a une visibilité qui est plus forte par rapport à des biotech qui ne sont qu'en clinique. Comment vous expliquez ça ? Moi, j'avoue que j'ai du mal, honnêtement. Alors, honnêtement, je ne sais pas. Okay. Je sais pas. Moi mon boulot, et celui de l'équipe qui m'entoure, c'est de développer les produits, de franchir un certain nombre d'étapes,
de créer de la valeur, de créer de la valeur pour les patients, de créer de la valeur pour les actionnaires, et le tout avec une équipe autour de moi avec qui on avance dans le même sens. Moi, je ne gère pas la volatilité des marchés. Ce n'est pas mon métier. Donc, on est très volatile. Tributaire aussi de ce... Et on est tributaire de ça. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que on a au capital deux grands actionnaires qui sont là depuis maintenant longtemps. Longtemps. BPI, je pense, BPI France est rentré au capital en 2011, si ma mémoire est bonne. Et CMAG Invest en 2017. Ils sont là depuis longtemps. Ils ne vendent pas de titres. Ils ont réinvesti. Ce n'est pas eux qui font la volatilité. La volatilité, c'est principalement les actionnaires individuels, parce que même les fonds généralistes ou les fonds spécialisés, quand ils ont des positions, ils essayent de les tenir. Et malheureusement, encore une fois, mon métier, ce n'est pas la gestion de la volatilité. Et honnêtement, je suis tributaire de cette volatilité. Quand on fait 100% sur une bonne news et que derrière, on s'effrite, on s'étiole, on n'est pas les seuls comme ça. Bon, il va falloir faire parler la stratégie et puis vous allez revenir quand l'accord sera signé, j'espère, sur le plateau du Journal du Avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup Didier Laurence, directeur général d'Advicem, pour ces explications. Merci Didier. Merci Laurent. Le Journal des Biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.